Je me suis réveillé à 2 heures du matin par un bruit étrange venant du jardin. Je me suis levé, confus, et je suis allé à la fenêtre de ma chambre. Ce que j'ai vu m'a laissé paralysé. Mon fils, Charles, et ma belle-fille, Patricia, étaient dans le jardin avec une lampe torche à la main, versant quelque chose dans le vieux puits qui se trouve au fond de la propriété. Leurs mouvements étaient désespérés, nerveux, comme s'ils commettaient un crime. Je suis resté là, caché derrière le rideau, observant les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, faisant quelque chose dans mon dos au milieu de la nuit. Quand ils ont fini, ils ont rapidement rebouché le puits et sont rentrés dans la maison comme des voleurs dans l'obscurité. J'ai attendu qu'ils partent au travail le lendemain. Mon cœur n'arrêtait pas de battre fort depuis que je les avais vus. J'ai pris une corde et une lampe torche, et je suis allé directement au puits où ils avaient versé quelque chose. Le puits avait une odeur étrange, chimique. Je suis descendu prudemment, et quand j'ai enfin vu ce qu'il y avait en bas, j'ai failli m'évanouir de choc. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais devant moi. C'était quelque chose qui changerait complètement tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur ma vie, sur les personnes que j'avais aimées et protégées pendant des décennies. Mais pour comprendre pourquoi ce que j'ai trouvé a détruit mon âme, vous devez savoir qui je suis. Je m'appelle Antoine Moreau, j'ai 71 ans, et toute ma vie j'ai été le genre d'homme qui donne tout pour sa famille, le genre d'homme qui se sacrifie sans rien demander en retour, qui place les besoins des autres avant les siens. Charles est arrivé dans ma vie quand il n'avait que 4 ans. Sa mère était morte dans un accident de voiture et il était complètement seul au monde. Mon cœur s'est brisé quand je l'ai vu pour la première fois dans cet orphelinat. Si petit, si perdu, si besoin d'amour. Ma femme et moi ne pouvions pas avoir d'enfant biologique, alors nous avons décidé de l'adopter immédiatement. Depuis ce moment, Charles est devenu le centre de mon univers. Je lui ai donné tout l'amour que j'avais gardé dans mon cœur de père frustré. Je l'ai élevé comme s'il était de mon sang. Je l'ai protégé de tout mal. Je l'ai éduqué avec les meilleures valeurs que je pouvais enseigner. J'ai travaillé jour et nuit pour lui donner la meilleure vie possible. Quand il a eu 18 ans, j'ai même mis cette ferme à son nom, pour qu'il se sente complètement partie de la famille. Il y a 4 ans, il s'est marié avec Patricia. Au début, je l'aimais bien. C'était une jeune femme éduquée, travailleuse, qui semblait sincèrement aimer mon fils. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. De petits commentaires irrespectueux sur mon âge, des suggestions que peut-être il était temps que je considère déménager dans une maison de retraite. Des regards complices avec Charles quand il pensait que je ne voyais pas. Ma femme est morte il y a 6 ans, et depuis, je vis seul dans cette maison que nous avons construite ensemble. Une belle ferme aux abords de la ville avec 5 hectares de terre et une maison de campagne qui vaut une fortune. Pendant ces années de veuvage, Charles et Patricia ont commencé à me rendre visite plus fréquemment. Au début, je pensais que c'était parce qu'ils s'inquiétaient pour moi, parce qu'ils voulaient s'occuper du père veuf. Comme j'ai été naïf de croire que leurs intentions étaient pures. Maintenant, avec ce que j'ai trouvé versé dans le puits, tout commençait à prendre sens de la manière la plus douloureuse possible. Pendant les dernières semaines, j'avais remarqué que Charles semblait nerveux, agité. Patricia se comportait aussi de manière étrange, comme s'il planifiait quelque chose dans mon dos. Je les entendais murmurer dans la cuisine, et quand j'entrais, ils changeaient immédiatement de sujet. Je les ai vus examiner des papiers qu'ils cachaient rapidement quand je m'approchais. Cette nuit-là, quand je les ai vus verser quelque chose dans le puits au milieu de la nuit, toutes les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler de la manière la plus terrifiante possible. Mais ce que j'ai trouvé versé a surpassé toutes mes pires peurs. Quand je suis descendu dans ce puits et que j'ai vu ce qu'il y avait vraiment, j'ai compris que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde m'avaient trahi de la manière la plus vile et imaginable. Ce que j'ai vu au fond de ce puits était la preuve que tout ce que je croyais sur ma famille était un mensonge. Tout ce que j'ai construit pendant des décennies s'effondrait devant moi. Et ce n'était que le début du cauchemar qui allait venir.
Ce que j'ai trouvé versé au fond de ce puits étaient des bidons vides de produits chimiques. Mais ce n'étaient pas des produits chimiques ordinaires. C'étaient des substances hautement toxiques, des poisons industriels qui ne pouvaient avoir qu'une seule finalité: contaminer l'eau du puits que j'utilisais quotidiennement. Mes propres mains tremblaient quand j'ai reconnu les étiquettes de ces bidons. Des pesticides interdits, des produits de nettoyage industriel concentrés, et le plus effrayant de tous, un bidon d'arsenic liquide. Des substances qui, mélangées à l'eau, pourraient causer un empoisonnement lent et progressif. Maintenant, je comprenais tout. Charles avait violé ma vie privée, avait découvert d'une manière ou d'une autre ma situation financière réelle et avait décidé de m'éliminer lentement, d'une façon qui semblerait une mort naturelle. Il pensait que si je mourais de cause naturelle, il n'y aurait pas d'enquête et il hériterait de tout sans soupçon. Mais il a commis une erreur fatale. Il ne savait pas que j'avais des copies de tous les documents importants gardés dans un endroit complètement différent. Il ne savait pas que pendant les derniers mois, sentant que quelque chose n'allait pas, j'avais commencé à prendre des précautions. Et il ne savait définitivement pas pour le compte bancaire secret que j'avais avec plus de 100 000 €, produits de la vente de quelques propriétés que j'ai héritées de ma sœur l'année dernière. Charles a toujours été intelligent, mais il a complètement sous-estimé son père adoptif. Il croyait que j'étais un vieux fou et confiant qui avalerait n'importe quel mensonge qu'il me racontait. Il était sur le point de découvrir à quel point il se trompait. Le lendemain, quand ils sont arrivés pour le déjeuner, comme tous les dimanches, je les ai observés avec des yeux complètement différents. Je ne voyais plus mon fils aimé et sa femme. Je voyais deux prédateurs qui avaient planifié ma destruction pendant que je les servais avec amour paternel. Charles s'est assis à la table avec ce faux sourire que je reconnaissais maintenant parfaitement. Patricia ne s'est même pas donné la peine de dissimuler son mépris. Elle s'est servie du ragoût que j'avais préparé avec tant d'affection, comme si c'était son droit, comme si j'étais leur domestique gratuit. « Papa !» Charles a commencé d'une voix mielleuse. Patricia et moi avons parlé de ta situation ici à la ferme. Cette maison est trop grande pour quelqu'un de ton âge seul. Les dépenses d'entretien doivent te tuer financièrement. Patricia a hoché la tête avec une fausse inquiétude. Oui, Antoine. De plus, vivre si isolé n'est pas bon pour toi. Tu devrais être près de personne de ton âge, dans un endroit où tu aurais une assistance médicale quand tu en as besoin. Leurs mots étaient comme des poignards empoisonnés. Ils parlaient de mon avenir comme si j'étais un fardeau, comme si mon bien-être était un inconvénient qu'ils devaient résoudre. Mais le plus douloureux était la mise en scène, la manière dont ils feignaient de s'inquiéter pour moi, quand en réalité, ils voulaient juste se débarrasser de moi. « Et que proposez-vous » ai-je demandé d'une voix calme, bien qu'à l'intérieur je me sentais noyé dans la rage et la douleur. Charles a échangé un regard rapide avec Patricia avant de répondre. « Eh bien, nous avons cherché quelques maisons de retraite très bonnes en ville, des endroits où tu pourrais socialiser, où tu aurais des activités, une assistance médicale 24 heures sur 24. Et bien sûr, Patricia a ajouté avec ce sourire venimeux, nous nous occuperions de vendre la ferme pour payer toutes ces dépenses. Tu ne t'inquiéterais plus de rien financièrement jamais. » Voilà leur plan complet exposé sans aucune honte. Ils voulaient m'interner dans une maison de retraite et garder ma propriété. Ils voulaient que je vende ma maison, l'endroit où j'ai été heureux avec ma femme, où j'ai élevé Charles, où j'avais tous mes souvenirs les plus précieux. « Et si je ne veux pas quitter ma maison ?» ai-je demandé, gardant mon calme, bien que je sentais mon cœur sur le point de sauter de ma poitrine. Le masque de Charles a commencé à se fissurer. Son sourire est devenu tendu, forcé. « Papa, ne sois pas têtu. Tu n'es plus un jeune homme. Des accidents peuvent arriver. Et si tu tombes et que personne ne te trouve pendant des jours, et si tu as un problème de santé et que tu es complètement seul. » De plus, Patricia est intervenue d'une voix plus dure. «
Entretenir cette ferme coûte une fortune. Les impôts, l'entretien, les factures, ta pension de veuf n'est pas suffisante pour tout ça. Tu vis au-dessus de tes moyens. » C'était incroyable comment ils avaient calculé chaque argument pour me faire sentir comme un fardeau économique et émotionnel, comme si mon existence était un problème qui avait besoin d'une solution immédiate, comme si faire ce qu'ils voulaient était la seule option logique. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », ai-je finalement dit. Charles a frappé du poing sur la table et pour la première fois, j'ai vu son vrai visage. Le visage d'un homme frustré parce que sa victime ne se comportait pas comme il l'attendait. « Du temps pourquoi, papa ? Pour continuer à être têtu, tu n'as plus 20 ans, tu ne peux pas prendre des décisions comme si tu allais vivre pour toujours. »« Charles a raison », Patricia a ajouté d'une voix tranchante. « À ton âge, les décisions importantes doivent être prises par des personnes plus jeunes, plus préparées, des personnes qui comprennent vraiment comment fonctionnent les finances et la planification future. » Leurs mots me frappaient comme des gifles. Ils me traitaient comme si j'étais une personne sénile, incapable de s'occuper de sa propre vie, comme si mon âge était synonyme d'incapacité mentale, comme si être plus vieux retirait automatiquement mon droit de décider de mon propre avenir. Mais ce qui faisait le plus mal, c'est que ça venait de Charles, le garçon que j'avais élevé comme mon propre fils, à qui j'avais donné tout mon amour, tous mes efforts, toutes mes ressources. Le garçon pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, mon temps, mes propres rêves. Cette nuit-là, après qu'il soit parti, je suis resté éveillé jusqu'à très tard, repassant chaque mot de cette conversation, chaque geste irrespectueux, chaque regard calculateur, chaque phrase pensée pour me faire sentir petit et inutile. C'est alors que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. S'ils voulaient jouer sale, j'allais leur apprendre comment on joue vraiment à ce jeu. Mais ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Pendant les jours suivants, Charles et Patricia ont intensifié leur campagne psychologique contre moi. C'était comme s'ils avaient interprété mon silence comme une faiblesse, comme un signe que je cédais à leurs exigences. Ils n'avaient aucune idée que chaque mot venimeux qu'ils me disaient ne faisait que renforcer ma détermination à les détruire complètement. Le mardi matin, Patricia est arrivée sans prévenir avec des brochures à la main. Elle les a jetées sur la table de ma cuisine, comme si c'était des ordres militaires que je devais obéir sans question. « Regarde, Antoine, j'ai déjà fait toutes les recherches pour toi. Ce sont les 3 meilleurs endroits que j'ai trouvés. Ils ont des activités pour seniors, des repas inclus, un service médical permanent. Ils ont même un salon de beauté à l'intérieur. » Elle parlait de ces prisons gériatriques comme si elle m'offrait des vacances dans un resort de luxe, comme si m'enfermer entre 4 murs avec d'autres seniors abandonnés par leur famille était le grand prix que j'attendais toute ma vie. « Ils sont un peu chers », elle a continué avec une fausse inquiétude. « Mais ne t'inquiète pas pour ça. Dès que nous vendrons la ferme, tu auras assez d'argent pour payer des années à l'avance. » En fait, il en restera beaucoup pour que Charles et moi t'aidions avec n'importe quelle dépense supplémentaire que tu pourrais avoir. L'audace m'a laissé sans voix. Non seulement ils voulaient voler ma maison, mais ils avaient le culot de parler comme s'ils me faisaient une faveur, comme si garder l'argent de la vente était une partie naturelle du processus de s'occuper de moi. « Et où allez-vous vivre pendant ce temps ?» ai-je demandé d'une voix neutre. Patricia a souri avec cette expression que je connaissais maintenant très bien, le sourire de quelqu'un qui croit avoir déjà gagné la partie. « Eh bien, évidemment, nous resterons ici jusqu'à ce que la propriété soit vendue. Quelqu'un doit s'occuper de la maison, la garder présentable pour les acheteurs potentiels. Charles va prendre du temps de son travail pour se consacrer complètement à la vente. » Bien sûr, le plan parfait. Me chasser de ma propre maison pendant qu'ils s'installaient comme les nouveaux propriétaires, vivant confortablement à mes frais pendant que je pourrissais dans une maison de retraite payée avec l'argent de ma propriété. De plus, elle a ajouté d'une voix plus dure, cette maison a besoin de beaucoup de réparations avant de pouvoir être vendue correctement. Le toit fuit,
La plomberie est vieille, le jardin est abandonné. Il faudra un investissement considérable pour la remettre en état. C'était incroyable comment elle était passée de feindre une inquiétude paternelle à critiquer ouvertement ma maison. La maison que j'avais maintenue impeccable pendant des décennies était maintenant, selon elle, un désastre qui avait besoin de son intervention salvatrice. Cette nuit-là, Charles est arrivé avec une attitude complètement différente. Il ne feignait plus d'être le fils aimant inquiet pour son père. Son masque était complètement tombé. « Papa, assez de compliquer les choses. Patricia et moi avons pris une décision. La semaine prochaine, tu vas visiter les 3 endroits qu'elle a sélectionnés et tu en choisiras un. Ce n'est pas une suggestion. C'est ce qui va se passer. » Son ton était celui de quelqu'un donnant des ordres à un employé rebelle. Il ne se donnait même plus la peine d'utiliser des mots doux ou des arguments faux. C'était de la pure imposition, de la pure intimidation. « Et si je refuse ?» ai-je demandé, bien que l'enregistreur soit déjà allumé dans ma poche. Charles s'est approché de moi avec une expression qui m'a effrayé. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Du mépris absolu. Du mépris pour l'homme qui l'avait élevé, qui avait tout sacrifié pour lui. « Tu ne vas pas refuser, papa, parce qu'à ton âge, vivant seul dans cette grande maison, beaucoup d'accidents peuvent arriver. Les escaliers sont dangereux pour une personne plus âgée. Le sol peut être glissant. Les médicaments peuvent être facilement confondus. » Ces mots étaient des menaces à peine dissimulées. Il me disait que si je n'obéissais pas volontairement, il s'assurerait que quelque chose m'arrive, que mon accident serait l'excuse parfaite pour prendre le contrôle de ma vie et de mes biens. De plus, il a continué d'une voix glaciale. J'ai déjà parlé au docteur Dupont de ton état mental. Je lui ai dit que dernièrement tu montrais des signes de confusion, d'oubli, en prenant des décisions irrationnelles. Il est très inquiet pour ta capacité à vivre indépendamment. Le docteur Dupont était le médecin de famille depuis des années, un homme qui m'avait toujours traité avec respect et affection. L'idée que Charles lui avait menti sur mon état mental m'a mis en rage à des niveaux que je ne savais pas exister. « Tu as menti au docteur Dupont sur moi ?» ai-je demandé d'une voix tremblante de colère. « Je n'ai menti sur rien. J'ai dit la vérité sur un homme de 71 ans qui refuse d'accepter la réalité de sa situation. Un homme qui croit pouvoir continuer à vivre comme s'il avait 30 ans. C'est exactement la définition de la détérioration mentale. » Patricia s'est jointe à l'attaque avec un sourire cruel. Le docteur Dupont est complètement d'accord avec nous. Il a dit que c'est très courant chez les personnes de ton âge. Déni, obstination, incapacité à prendre des décisions rationnelles. Il a même mentionné que nous pourrions obtenir une ordonnance judiciaire si nécessaire. Une ordonnance judiciaire. Il voulait me déclarer mentalement incompétent pour prendre le contrôle légal de mes biens. Il voulait utiliser le système judiciaire pour me voler tout ce que j'avais construit pendant une vie de travail et de sacrifice. « De quelle retraite parles-tu » Patricia a demandé avec sarcasme quand j'ai mentionné mes revenus. « Tu n'as même pas une pension décente. Tu vis de la sécurité sociale et des économies qui sont presque épuisées. Avec quel argent crois-tu pouvoir entretenir cette propriété ? » C'était mensonge sur mensonge. Ma situation économique était solide, mais ils avaient construit une narrative complète où j'étais un vieux ruiné et dément qui avait besoin d'être sauvé de ses propres décisions. « Papa !» Charles a dit avec cette voix condescendante qu'il utilisait quand il me traitait comme un enfant stupide. « Nous comprenons que c'est difficile pour toi. L'attachement émotionnel à cette maison, la résistance au changement, mais c'est pour ça que nous sommes là, pour t'aider à prendre les décisions que tu ne peux plus prendre seul. » Exactement, Patricia a ajouté. Nous t'aimons. C'est pour ça que nous sommes prêts à sacrifier notre temps et notre énergie pour résoudre ce problème. D'autres fils auraient simplement appelé les services sociaux et lavé leurs mains. Ils présentaient leur plan de vol comme un acte d'amour filial, comme si me chasser de la maison et voler mon héritage était le plus grand sacrifice qu'ils pouvaient faire pour moi, comme si je devais être reconnaissant qu'ils détruisent ma vie
avec tant de considération. Cette nuit-là, après qu'il soit parti, je me suis assis dans le salon où j'ai passé les meilleurs moments de ma vie avec ma femme, où j'ai vu Charles grandir, où j'ai célébré chacun de ses succès, où j'ai pleuré chacune de ses tristesses comme si c'était les miennes. Maintenant, ce même garçon, transformé en un homme de 35 ans, voulait effacer tous ses souvenirs. Il voulait convertir ma maison en argent et moi en un fardeau qui avait besoin d'être déposé au endroit le moins cher possible. Mais j'avais un secret qu'il ne connaissait pas, quelques atouts dans ma manche qui changeraient complètement la partie, et il était temps de commencer à jouer. Ce que Charles et Patricia ne savaient pas, c'est que pendant les 8 derniers mois, j'avais pris des précautions. Chaque conversation étrange, chaque regard calculateur, chaque commentaire sur mon âge avait déclenché des alarmes dans ma tête. C'est pourquoi j'avais commencé à enregistrer nos conversations. J'avais un petit enregistreur que ma défunte femme avait acheté des années plus tôt pour ses réunions de travail. Je l'avais trouvé en revoyant ses affaires et j'ai décidé de le garder sans imaginer qu'un jour j'en aurais besoin pour me protéger de mon propre fils. Pendant les dernières semaines, chaque fois que Charles et Patricia venaient me rendre visite, j'activais discrètement l'enregistreur. J'avais des heures d'audio où leurs plans pour voler ma maison étaient parfaitement clairs, leurs menaces à peine dissimulées, leurs mensonges sur mon état mental, et surtout leurs vrais sentiments à mon égard. Mais ce n'était pas tout. Le mois précédent, sentant que quelque chose de mauvais s'approchait, j'avais visité un avocat différent de celui que j'utilisais toute ma vie, un que Charles ne connaissait pas, dans une ville voisine. Je lui ai raconté toute la situation et il m'a aidé à protéger mes biens de la manière la plus intelligente possible. D'abord, j'avais transféré secrètement la moitié de mes économies sur un compte bancaire dans une autre banque au nom d'une société que l'avocat avait créée pour moi. Deuxièmement, j'avais modifié mon testament, laissant tout à une fondation caritative, sauf une petite somme pour Charles. Troisièmement, j'avais préparé une déclaration sous serment détaillant les menaces et le plan de vol qu'il développait contre moi. J'avais aussi quelque chose d'autre qu'il n'avait jamais soupçonné. Il y a 10 mois, ma sœur cadette était morte sans enfant, me laissant comme unique héritier une propriété à Paris qui valait plus de 800 000 €. J'avais décidé de garder cet héritage secret, sentant qu'un jour j'en aurais besoin comme carte d'échappée. Cette propriété était déjà discrètement rénovée, un appartement de luxe au centre de la ville avec sécurité 24 heures, services médicaux à proximité et surtout loin des griffes de Charles et Patricia. Le vendredi matin, Charles est arrivé avec des papiers à la main et une attitude encore plus agressive que la semaine précédente. Il ne feignait même plus la courtoisie. Il me traitait comme si j'étais un rebelle qui avait besoin d'être soumis par la force. Papa, assez de jeu. J'ai apporté les formulaires d'inscription pour les 3 maisons de retraite. Tu vas les remplir maintenant et lundi, nous commençons les visites. Il n'y a plus de discussion. Il a jeté les papiers sur la table comme si c'était ma sentence de mort. Des formulaires qui demandaient mon historique médical, mes revenus, mes biens, mon responsable familial. Tout pensé pour me cataloguer comme un fardeau social qui avait besoin d'être institutionnalisé. « Et si je refuse de signer ?» ai-je demandé, bien que l'enregistreur soit déjà en marche dans ma poche. Charles s'est approché de moi avec une expression qui a glacé mon sang. « Tu ne vas pas refuser, papa, parce que si tu fais ça, demain j'appelle les services sociaux et je leur raconte ta détérioration mentale. Comment tu refuses de manger, comment tu oublies de prendre tes médicaments. Comment tu as commencé à avoir des hallucinations ?»« Des hallucinations ?» ai-je demandé incrédule. « Oui, papa, comme cette fois où tu m'as dit avoir vu maman dans le jardin ou quand tu as insisté que je fouillais dans tes affaires. Clairement des comportements psychotiques qui requièrent une attention médicale immédiate. » C'était brillant. Il convertissait mes moments de nostalgie pour ma femme morte et mes soupçons justifiés sur son comportement en symptômes de démence. Il créait un historique faux de maladie mentale qu'il utiliserait pour me retirer tous mes droits.
Patricia est entrée dans la cuisine à ce moment, comme s'ils avaient coordonné leur performance. « Antoine, j'ai déjà parlé à la directrice de la Maison de l'Espoir. C'est la maison de retraite la plus belle des trois. Elle a des jardins, des activités récréatives, même un salon de beauté. Tu pourrais t'y installer la semaine prochaine si tu voulais. »« La semaine prochaine » ai-je exclamé. « Oui », Charles a répondu impatient. « Nous avons déjà perdu trop de temps avec tes caprices. Patricia et moi avons des plans. Nous avons une vie à vivre. Nous ne pouvons pas continuer à gaspiller nos week-ends à venir ici pour te convaincre de l'évident. Voilà la vérité nue et crue. J'étais un inconvénient qui interrompait leur plan de vie. Un vieux ennuyeux qui se tenait entre eux et leur confort. Ils ne feignaient même plus de se soucier de mon bien-être. De plus, Patricia a ajouté crûment, à la Maison de l'Espoir, tu seras avec des personnes de ton âge, des personnes qui comprennent ce que c'est d'être vieux, ce que c'est de ne plus servir à rien d'autre qu'à gêner. Ces mots étaient comme des gifles. Elle me disait directement que je ne servais plus à rien, que ma seule fonction dans la vie était de disparaître silencieusement pour ne pas incommoder les jeunes productifs. « C'est ce que je vaux pour vous ?» ai-je demandé d'une voix embuée. « Un vieux qui ne sert à rien d'autre qu'à gêner ?» Charles a soupiré avec exaspération, comme si c'était épuisant d'avoir à expliquer la réalité à une personne stupide. « Papa, ce n'est pas sur ce que tu vaux, c'est d'être réaliste. Tu as 71 ans. Ton corps n'est plus le même. Ton esprit n'est plus le même. C'est naturel que tu aies besoin d'aide spécialisée. La normale serait de feindre que tu peux continuer à vivre comme si tu avais 40 ans. Et nous avons nos propres vies, Patricia a ajouté sans la moindre trace de compassion. Charles travaille 60 heures par semaine. J'ai mon emploi et mes responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer à venir ici chaque semaine pour s'occuper de quelqu'un qui refuse d'accepter l'aide dont il a besoin. C'était incroyable comment ils avaient réussi à retourner la situation. Eux qui venaient de voler ma maison se présentaient maintenant comme des victimes sacrifiées qui gaspillaient leur temps à essayer d'aider un vieux obstiné et ingrat. « Et que se passe-t-il si je ne veux pas quitter ma maison ?» ai-je demandé, en accentuant le mot « ma ». La réaction de Charles a été explosive. Il a frappé sur la table si fort que les verres ont sauté. « Assez! J'en ai marre de tes caprices. Cette maison est trop pour toi. Point. Les dépenses sont trop pour ta pension misérable. Point. Ta santé mentale se détériore. Point. Ou tu signes ces papiers volontairement, ou je les signe avec une ordonnance judiciaire te déclarant incompétent. » Charles a raison. Patricia est intervenue d'une voix glaciale. « Nous avons été assez patients avec toi. D'autres fils t'auraient interné de force il y a des mois, mais nous te donnons l'opportunité de le faire avec dignité. » Avec dignité. Il voulait que je les remercie de voler ma maison avec dignité. Il voulait que je célèbre le fait qu'ils détruisaient ma vie d'une manière civilisée. Et si je dis que je n'ai pas de problème financier, ai-je demandé, et si je montre que je peux parfaitement entretenir cette propriété? Charles a ri sarcastiquement. Avec quel argent, papa? Ton compte bancaire a moins de 5 000 €. Les impôts de cette propriété sont 2 000 € annuels. L'entretien de base coûte au moins 1 000 € par an. Les factures, plus 600 €. Ta pension est de 400 € mensuels. Où est la mathématique qui te permet de maintenir ça? C'était évident qu'il avait enquêté sur mes finances, probablement en accédant illégalement à mes informations bancaires, mais il ne savait pas pour mon compte secret, ni pour l'héritage de ma sœur, ni pour les investissements que j'avais faits avec l'avocat. « Papa !» il a dit avec cette voix condescendante que je haïssais déjà de toute mon âme. « Nous comprenons que c'est difficile d'accepter que tu ne peux plus t'occuper de toi-même, mais c'est pour ça que nous sommes là, pour prendre les décisions difficiles que tu ne peux plus prendre. » C'était la goutte d'eau. Voir mon fils adoptif, que j'avais élevé avec tant d'amour, me traiter comme si j'étais un invalide mental, m'a donné la force dont j'avais besoin pour exécuter mon plan. « D'accord, ai-je dit enfin, vous avez raison. Peut-être est-il temps que je me retire définitivement. »
Charles et Patricia ont échangé un sourire triomphant. Ils pensaient que j'avais enfin cédé, qu'ils avaient brisé ma résistance. Ils n'avaient aucune idée que je venais de déclarer la guerre contre eux. J'ai dit que je me retire, c'est définitif, ai-je répété d'une voix ferme, voyant comment leur visage s'illuminait de satisfaction malicieuse. Ils pensaient avoir gagné. Ils ne savaient pas que je venais d'activer la phase la plus dévastatrice de ma contre-attaque. Cet après-midi-là même, après qu'ils soient partis en célébrant leur supposée victoire, j'ai appelé mon avocat. « Jean, c'est le moment d'exécuter le plan. Je veux que tout ce que nous avons préparé soit activé demain. » Le lendemain, très tôt le matin, une entreprise de déménagement est arrivée à ma maison. Ils étaient discrets, professionnels, et en quelques heures, ils ont emballé tous mes biens les plus précieux, mes bijoux, mes documents importants, mes souvenirs de famille, tout ce qui comptait vraiment pour moi. Ils ont tout envoyé directement à mon nouvel appartement à Paris. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à la banque, où j'avais mon compte secret. J'ai retiré 20 000 € en liquide, le montant dont j'aurais besoin pour les prochains mois, pendant que j'exécutais ma vengeance. Charles et Patricia croyaient que j'étais un vieux sans ressources. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Mon nouvel appartement à Paris était spectaculaire. 2 chambres, 2 salles de bain, cuisine moderne, balcon avec vue sur la ville, sécurité 24 heures, et surtout, il était à mon nom sous une société que Charles ne pourrait jamais tracer. C'était ma forteresse secrète, ma base d'opération pour la guerre, qui était sur le point de commencer. Le lundi matin, Charles est arrivé à la ferme en s'attendant à me trouver tristement en train d'emballer mes affaires pour aller à la maison de retraite. Au lieu de ça, il a trouvé un billet collé sur la porte d'entrée. « Je suis parti réfléchir à ma retraite. Je reviendrai quand je serai prêt. Ne me cherchez pas. » Selon ma voisine Yolande, qui me l'a raconté après, Charles a pété les plombs. Il a crié, insulté, appelé mon portable, essayant désespérément de me localiser. Patricia est venue en courant, et ensemble, ils ont fouillé toute la maison à la recherche d'indices sur mon whereabouts. Ce qu'ils n'ont pas trouvé, c'était mon Nouveau Testament, ma documentation juridique ou mes enregistrements. Tout était en sécurité dans mon appartement secret. Ce qu'ils ont trouvé, c'était la maison complètement vide de mes biens précieux et un compte bancaire avec exactement 100 €, le minimum que j'ai laissé pour qu'ils ne soupçonnent pas que j'avais d'autres ressources. Pendant 3 jours, Charles m'a appelé obsessivement sur mon portable. Au début avec cette voix douce et inquiète qu'il utilisait quand il voulait me manipuler. « Papa, nous sommes très inquiets. Où es-tu? Est-ce que ça va? Reviens à la maison. Nous pouvons parler de tout ça. » Quand je n'ai pas répondu à ces appels, le ton a changé radicalement. Les messages vocaux sont devenus agressifs, menaçants. « Papa, c'est ridicule. Tu es un homme de 71 ans. Tu ne peux pas vagabonder comme un adolescent rebelle. Reviens immédiatement ou nous appelons la police. » Au 4e jour, j'ai décidé de répondre à un des appels. Ma voix sonnait fatiguée, défaite, exactement comme je voulais qu'elle sonne. « Charles, mon fils, tu as raison. Je ne peux pas continuer à fuir la réalité. Je suis dans un hôtel bon marché ici en ville, en dépensant les quelques économies qui me restent. Je n'en peux plus. Dans quel hôtel es-tu? Nous venons te chercher tout de suite, a-t-il répondu avec soulagement. Non, ne venez pas. Demain je reviens à la ferme, mais j'ai besoin que tu me promettes une chose. J'ai besoin d'une semaine de plus pour dire au revoir à ma maison, pour traiter émotionnellement ce qui se passe. 1 semaine, et ensuite, je signe tous les papiers que vous voulez. » Charles a accepté immédiatement. 1 semaine semblait un prix très petit à payer pour enfin obtenir ce qu'il voulait. Il ne savait pas qu'1 semaine serait suffisante pour détruire complètement sa vie. Le vendredi, je suis revenu à la ferme, mais pas seul. Je suis arrivé dans un taxi de luxe vêtu de vêtements chers que j'avais acheté à Paris, avec les cheveux arrangés professionnellement et avec une attitude complètement différente. Je n'étais plus le vieux vaincu qu'ils avaient humilié pendant des mois.
Charles et Patricia m'attendaient dans le salon avec les papiers de la maison de retraite prêts sur la table. Leurs expressions triomphantes ont disparu quand ils m'ont vu entrer. Quelque chose dans ma posture, dans mon énergie, disait que quelque chose avait fondamentalement changé. « Papa, tu es différent », a dit Charles, avec un soupçon de suspicion. « Je me sens différent », ai-je répondu avec un sourire que je n'avais pas montré depuis des mois. J'ai eu le temps de réfléchir, de penser à ma vie, à mes décisions, aux personnes qui m'aiment vraiment. Patricia a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Je veux dire que pendant ces jours, j'ai rappelé quelque chose de très important. J'ai rappelé qui je suis vraiment. Je ne suis pas le vieux inutile et brisé que vous voulez me faire croire que je suis. Je suis Antoine Moreau, propriétaire de 2 propriétés, avec un compte bancaire solide et un réseau de contacts que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai vu leur visage pâlir en traitant mes mots. Charles s'est levé brusquement. « De quoi parles-tu ? Quelles 2 propriétés? Quel compte bancaire solide ?» J'ai sorti de mon portefeuille un document que j'avais préparé spécialement pour ce moment. C'était l'acte de propriété de mon appartement à Paris, complètement payé, évalué à 800 000 €. Cette propriété que j'ai héritée de ma sœur il y a 10 mois. Je pensais peut-être en parler à mon cher fils adoptif, mais ensuite j'ai rappelé qu'il est si occupé à planifier comment voler ma maison qu'il ne s'intéresserait probablement pas à savoir sur mes autres biens. Le mot « adoptif » les a frappés comme une gifle. Charles est resté paralysé, traitant le fait que je savais, pour les produits chimiques qu'il avait versés dans le puits, pour sa tentative de m'empoisonner lentement. « Comment ? Comment sais-tu ça ?» a-t-il bégayé. « Sur ton adoption ? Je l'ai toujours su, chérie. C'est moi qui t'ai adopté. Tu te souviens ? Ce que je ne savais pas, c'est que tu avais trouvé une façon de m'éliminer lentement et avais décidé de verser du poison dans mon puits pour que ça semble une mort naturelle. » La Patricia s'est levée comme si elle avait vu un fantôme. « C'est impossible. Ces produits sont au fond du puits. » « Non, ils n'y sont plus. Je suis descendu dans le puits la même nuit où je vous ai vu les verser. Et non seulement ça, j'ai photographié tout, scanné les étiquettes, envoyé à mon avocat et gardé les preuves dans un coffre avec les enregistrements de toutes nos conversations des dernières semaines. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Charles et Patricia se sont regardés avec une panique absolue, comprenant enfin que leur victime s'était révélée beaucoup plus intelligente et préparée qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. « Des enregistrements » a murmuré Charles d'une voix étouffée. « Des enregistrements où vous menacez de me causer des accidents si je n'obéis pas. Des enregistrements où vous planifiez de voler ma maison. Des enregistrements où vous m'insultez, m'humiliez et me traitez comme de la poubelle. Des enregistrements où Patricia dit que je ne sers plus à rien d'autre qu'à gêner. J'ai vu comment la réalité de leur situation commençait à pénétrer dans leur cerveau. Ils avaient complètement sous-estimé leur victime et maintenant, toutes leurs paroles venimeuses, toutes leurs menaces, tous leurs plans criminels étaient également documentés. « Papa, nous pouvons tout expliquer, ce n'était pas notre intention », a commencé Charles désespérément. Ce n'était pas votre intention de m'empoisonner, de me menacer, de mentir au docteur Dupont sur ma santé mentale, de planifier de me déclarer incompétent pour prendre le contrôle de mes biens. Chaque question était un coup de poignard direct au cœur de leur plan criminel. Je savais exactement tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient planifié, et j'avais les preuves pour le démontrer. Patricia a tenté un dernier recours désespéré. « Antoine, tu ne comprends pas. Nous voulions seulement t'aider. Tout ce que nous avons fait était pour ton propre bien. » J'ai ri d'un éclat de rire qui n'était pas sorti de ma gorge depuis des mois. Un éclat de rire genu, libérateur, puissant. Pour mon propre bien, essayer de m'empoisonner et pour mon propre bien, me enfermer dans une maison de retraite contre ma volonté et pour mon propre bien, mentir sur ma santé mentale et pour mon propre bien. Charles a essayé de s'approcher de moi, mais quelque chose dans mon expression l'a fait s'arrêter brusquement. « Je ne suis plus le même homme que vous pensiez pouvoir manipuler, » ai-je dit d'une voix d'acier. « Maintenant, je suis votre cauchemar. »
Votre cauchemar. Papa, tu exagères tout ça, a dit Charles, essayant de reprendre le contrôle de la situation, mais sa voix tremblait. Asseyez-vous, parlons comme des adultes civilisés. Adultes civilisés, ai-je répété avec ironie, comme quand tu m'as menacé avec des accidents dans les escaliers, ou comme quand ta femme m'a dit que je ne sers plus à rien d'autre qu'à gêner. J'ai pris mon portable et appuyé sur play pour l'un des enregistrements. La voix de Charles a rempli la pièce. À ton âge, vivant seul dans cette grande maison, beaucoup d'accidents peuvent arriver. Les escaliers sont dangereux pour une personne plus âgée. J'ai vu comment Charles s'est effondré sur le canapé, entendant ses propres paroles menaçantes, reproduites avec une clarté parfaite. Patricia est devenue pâle, comme un papier. « Dois-je continuer ?» ai-je demandé avec un sourire qui les a fait trembler. J'ai appuyé sur play à nouveau. Cette fois, c'était la voix de Patricia. Tu seras avec des personnes de ton âge, des personnes qui comprennent ce que c'est d'être vieux, ce que c'est de ne plus servir à rien d'autre qu'à gêner. C'est illégal, a bégayé Patricia. Tu ne peux pas enregistrer des conversations privées sans notre consentement. Illégal? Ai-je ri. Chérie, je suis dans ma propre maison. Je peux enregistrer tout ce que je veux. Mais vous savez ce qui est illégal? Menacer une personne âgée, planifier de voler la propriété d'autrui, essayer d'empoisonner quelqu'un, mentir à un médecin pour faussement déclarer quelqu'un comme mentalement incompétent. Charles s'est levé brusquement. Son masque de fils aimant avait complètement disparu. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? C'est ça? Dis-nous combien tu veux pour oublier tout ça. De l'argent? Ai-je exclamé incrédule. Vous croyez qu'après tout ce que vous avez fait, après toutes les humiliations, après avoir planifié de m'empoisonner, vous croyez que ça se résout avec de l'argent? Patricia a essayé une autre approche. Antoine, nous sommes une famille. Les familles se pardonnent, surmontent les problèmes ensemble. Nous ne pouvons pas nous détruire à cause d'un malentendu. Un malentendu? Ai-je répété d'une voix glaciale. Planifier de m'empoisonner est un malentendu? Me menacer d'accident physique est un malentendu? J'ai sorti un autre document de mon portefeuille. C'était une copie du rapport que mon avocat avait préparé, détaillant tous les éléments légaux de maltraitance envers personnes âgées que Charles et Patricia avaient commis. Ce document est déjà entre les mains du procureur. Maltraitance psychologique envers personnes âgées, menaces de violence, conspiration pour commettre une fraude, tentative d'appropriation illégale de biens, tentative d'empoisonnement. Vous savez combien d'années de prison ces crimes portent? Charles s'est effondré complètement. Papa, s'il te plaît, je suis ton fils. Tu m'as élevé, aimé. Tu ne peux pas faire ça. Mon fils? Ai-je demandé d'une voix embuée mais ferme. Mon fils ne m'aurait jamais menacé. Mon fils ne m'aurait jamais planifié d'empoisonner. Mon fils ne m'aurait jamais traité comme de la poubelle. Tu n'es pas mon fils. Tu es un étranger qui a vécu dans ma maison pendant 30 ans en feignant de m'aimer. Les mots sont sortis du plus profond de ma douleur. Chaque syllabe chargée d'années d'amour non réciproque, de sacrifices non appréciés, d'humiliations silencieuses. Tu as créé un monstre qui s'est retourné contre toi, ai-je ajouté, en le regardant directement dans les yeux. Un monstre qui a vu son père adoptif comme un compte bancaire ambulant. Patricia a essayé de récupérer le terrain perdu. D'accord, peut-être avons-nous mal géré les choses, mais nous pouvons réparer, nous pouvons faire une thérapie familiale. Thérapie familiale? L'ai-je interrompu. Pourquoi? Pour qu'un psychologue m'explique pourquoi mon fils veut m'empoisonner, pour m'apprendre à mieux accepter les menaces de violence physique? Je me suis approché de la fenêtre d'où je les avais vus verser les produits chimiques cette nuit fatidique. Tout avait commencé là, avec cette image de trahison qui était restée gravée à jamais dans ma rétine. Saviez-vous quelle est la chose la plus douloureuse de tout ça? Ai-je demandé sans me retourner. Ce n'est pas que vous vouliez mon argent, ce n'est pas que vous vouliez la maison, c'est que vous ne m'avez jamais vraiment aimé. Pendant 30 ans, vous avez feint de m'aimer en attendant que je meure pour hériter de mes biens. Ce n'est pas vrai,
a protesté Charles faiblement. Je me suis tourné vers lui avec une expression qui l'a fait reculer. Ce n'est pas vrai? Alors expliquez-moi pourquoi vous ne me rendez visite que par amour, seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Expliquez-moi pourquoi toutes vos conversations tournent autour de mon âge, de mes limitations, de mon inutilité. Expliquez-moi pourquoi votre première réaction quand vous avez su que j'étais seul a été de penser comment profiter de ma vulnérabilité. Le silence qui a suivi était dévastateur. Il n'avait pas de réponse parce qu'il savait que chaque mot que j'avais dit était absolument vrai. De plus, ai-je continué d'une voix plus dure, il y a quelque chose d'autre que vous ne savez pas. Le docteur Dupont n'a jamais cru à vos mensonges sur mon état mental. J'ai vu comment Charles a pâli, comprenant les implications. C'est exact. Je suis allé le voir personnellement. Je lui ai montré les enregistrements où vous planifiez d'utiliser ces mensonges pour me déclarer incompétent. Il est furieux. Un médecin respecté dont la réputation professionnelle vous vouliez utiliser pour valider vos mensonges criminels. Charles s'est levé, chancelant. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que mon fils adoptif et sa femme planifiaient une fraude judiciaire en utilisant son nom et sa réputation. Que vous aviez menti sur ma santé mentale pour obtenir une documentation médicale fausse qu'ils utiliseraient au tribunal. Le docteur Dupont avait été vraiment furieux quand je lui ai tout raconté, non seulement pour les mensonges, mais parce qu'ils avaient essayé de le rendre complice involontaire de fraude judiciaire. Le docteur Dupont a déjà déposé un rapport corrigeant toutes les informations fausses que vous avez données, ai-je continué. Et de plus, il a fourni une évaluation médicale complète confirmant que je suis parfaitement capable mentalement et physiquement de gérer mes propres affaires. Patricia a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de panique en réalisant que tous leurs mensonges s'effondraient simultanément. « Antoine, s'il te plaît, pouvons-nous réparer ça? Nous pouvons tout rendre ?»« Rendre quoi ?» l'ai-je interrompu. « Allez-vous me rendre la dignité que vous m'avez prise? Allez-vous me rendre les nuits de sommeil que j'ai perdues en m'inquiétant de vos menaces? Allez-vous me rendre la confiance que j'avais en ma famille? » Je me suis approché de la table où étaient encore les formulaires de la maison de retraite qu'ils avaient apportés. Je les ai pris et les ai déchirés en petits morceaux devant leurs yeux. « C'est ce que je pense de vos plans pour m'enfermer dans une maison de retraite, » ai-je dit, tandis que les morceaux de papier tombèrent par terre. « Et c'est ce que je pense de vous comme famille. » Charles a tenté un dernier recours désespéré. « Papa, je suis ton fils. Tu m'as adopté quand j'avais 4 ans. Tu m'as élevé, éduqué, aimé. Tout ça doit signifier quelque chose. » Ça signifiait tout pour moi, ai-je répondu d'une voix embuée mais ferme. C'est pourquoi ça fait si mal. Parce que je t'ai vraiment aimé comme mon propre fils. Parce que j'aurais donné ma vie pour toi sans hésiter. Parce que chaque succès tien, je l'ai senti comme mien. Chaque douleur tienne m'a fait plus mal que si c'était la mienne. J'ai vu comment mes mots le frappaient comme des coups. Mais tu as transformé cet amour en faiblesse. Tu as utilisé mon affection paternelle pour me manipuler. Tu as interprété ma générosité comme de la stupidité. Et pire encore, tu as interprété mon âge comme une opportunité. Ce n'est pas comme ça, papa. Je jure que ce n'est pas comme ça, a-t-il imploré. Ce n'est pas comme ça? Alors explique-moi cet enregistrement, ai-je dit, appuyant sur play une fois de plus. Cette fois, c'était la voix de Charles disant « Patricia, quand le vieux mourra, nous serons riches. Cette propriété vaut une fortune. » Le silence qui a suivi était absolu. Charles s'est effondré comme s'il avait reçu une balle dans la poitrine. J'ai enregistré cette conversation il y a 1 mois quand vous pensiez que je faisais ma sieste de l'après-midi. Vous étiez dans la cuisine en planifiant ma mort comme si c'était un événement financier commode. La dévastation sur leur visage en entendant cet enregistrement final était absolue. Charles a couvert son visage avec ses mains, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible. Patricia sanglotait, mais pas de regret, mais de pure panique, réalisant que son avenir venait de s'effondrer. « S'il te plaît, papa » a imploré Charles.
Nous pouvons expliquer, nous étions en train de parler hypothétiquement. Nous ne voulions pas dire hypothétiquement, l'ai-je interrompu d'une voix d'acier. Planifier ma mort pour hériter de mes biens et parler hypothétiquement. Me référer comme le vieux est un terme affectueux. J'ai pris mon téléphone à nouveau et composé un numéro que j'attendais d'utiliser depuis des semaines. Jean, c'est Antoine. Oui, j'ai les confessions dont nous avions besoin. Active tout immédiatement. Charles a bondi. Avec qui parles-tu? Mon avocat. Celui que vous avez cherché pendant des semaines sans le trouver. Celui qui a légalement documenté chacun de vos crimes. J'ai raccroché et les ai regardés avec un sourire qui les a fait trembler. En ce moment, 3 procédures légales sont activées simultanément contre vous. D'abord, action civile pour maltraitance psychologique et menace contre personnes âgées. Deuxièmement, plainte pénale pour conspiration pour commettre une fraude, appropriation illégale de biens et tentative d'empoisonnement. Troisièmement, ordonnance de restriction qui vous interdit de vous approcher de moi ou de ma propriété. J'ai vu comment la couleur disparaissait complètement de leur visage. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué en savourant chaque seconde de leur terreur. J'ai aussi intenté une action pour diffamation, spécifiquement pour les mensonges que vous avez racontés au docteur Dupont sur mon état mental. Patricia s'est levée, chancelante. C'est de la folie. Tu ne peux pas détruire nos vies à cause d'un malentendu familial. Malentendu familial? Ai-je répété incrédule. Essayer de m'empoisonner est un malentendu familial? Planifier ma mort est un petit problème domestique? Charles a essayé de s'approcher de moi, mais quelque chose dans mon expression l'a arrêté. Papa, s'il te plaît. Je suis tout ce que tu as. Sans moi, tu seras complètement seul. Ces mots m'ont atteint, mais pas de la manière qu'il espérait. Ils ont fait mal parce qu'ils révélaient à quel point ils me connaissaient peu. Seul, ai-je ri d'un éclat de rire qui sonnait libéré. Vous pensez que rester loin de personnes qui me haïssent et veulent me voler est être seul? Pour la première fois depuis des années, je me sens accompagné. Accompagné par ma dignité, par mon autorespect, par ma force. De plus, ai-je ajouté, en sortant un autre document, je ne suis pas seul du tout. J'ai des amis vrais, des personnes qui me valorisent genuinement, des personnes qui n'ont jamais vu mon âge comme une opportunité d'affaires. Le document était une lettre de recommandation du club de lecture que j'avais commencé à fréquenter à Paris. Des personnes de mon âge qui étaient devenues de vrais amis, qui valorisaient ma compagnie sans arrière-pensée. Saviez-vous quelle est la différence entre mes vrais amis et vous? Ai-je demandé. Ils sont heureux quand j'arrive. Vous êtes heureux quand je pars. Ils aiment ma compagnie. Vous tolérez mon existence. Ils me voient comme une personne précieuse. Vous me voyez comme un compte bancaire ambulant. Charles s'est effondré sur le canapé, comprenant enfin qu'il avait perdu tout contrôle sur la situation. « Que veux-tu que nous fassions » a-t-il demandé d'une voix défaite. « Que voulez-vous que vous fassiez » ai-je répété pensif. « Je veux que vous sortiez de ma maison immédiatement et ne reveniez jamais. Je veux que vous rendiez les copies des clés que vous avez. Je veux que vous enleviez tous vos biens avant midi. Et après, a demandé Patricia d'une voix étouffée, après vous affronterez les conséquences légales de vos actions. Vous expliquerez à un juge pourquoi vous avez menacé un homme de 71 ans. Vous expliquerez à un procureur pourquoi vous avez planifié de m'empoisonner et de voler ma propriété. Vous expliquerez à un jury pourquoi vous avez considéré ma mort comme une opportunité financière. J'ai vu comment la réalité de leur situation commençait à pénétrer complètement dans leur cerveau. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de négociation, pas de façon de transformer ça en un malentendu familial. Mais il y a quelque chose d'autre, ai-je ajouté avec un sourire qui les a fait pâlir encore plus. Mes nouveaux amis du club de lecture incluent une journaliste à la retraite du principal journal de Paris. Elle a trouvé votre histoire absolument fascinante. Charles a bondi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que l'histoire d'un fils adoptif qui menace et planifie d'empoisonner son père adoptif va être en une dimanche.
Le fils qui voulait tuer le père qui l'a sauvé de l'orphelinat a un titre très attractif, ne trouvez-vous pas? Patricia a commencé à hyperventiler. Tu ne peux pas faire ça. Charles a un emploi, une réputation. Je travaille dans une école, ça va détruire nos carrières. Vos carrières, ai-je exclamé avec fausse surprise. Vous vous inquiétez pour vos carrières? Vous ne vous êtes pas inquiété pour ma vie quand vous planifiez mes accidents. Vous ne vous êtes pas inquiété pour mon bien-être quand vous planifiez de m'enfermer dans une maison de retraite contre ma volonté. Charles a tenté un dernier recours désespéré. Papa, nous pouvons quitter le pays. Nous pouvons disparaître et ne plus jamais t'importuner, mais s'il te plaît, ne détruis pas nos vies publiquement. Quitter le pays, ai-je ri. Comme des fugitifs. C'est votre grande solution? Fuir comme des criminels? S'il te plaît, a imploré Patricia. Nous sommes jeunes, nous pouvons changer. Nous pouvons apprendre de ça. Jeune, ai-je répété avec ironie. Charles a 35 ans. Tu as 32 ans. Vous n'êtes pas des adolescents qui ont commis une bêtise. Vous êtes des adultes qui ont planifié systématiquement l'empoisonnement et la maltraitance d'un homme âgé. Je me suis approché de la porte d'entrée et l'ai ouverte complètement. Vous avez exactement 5 minutes pour sortir de ma propriété. Si vous ne le faites pas volontairement, j'appelle la police et les fais arrêter pour intrusion de propriété. Charles s'est approché de moi avec des larmes aux yeux. Papa, tu m'as élevé. Je t'ai aimé. Non, l'ai-je interrompu d'une voix ferme. Je t'ai élevé, je t'ai aimé. Tu as faim de m'aimer en attendant que je meure pour hériter de mes biens. Il y a une différence fondamentale. S'il te plaît, une dernière chance, a-t-il imploré. Une dernière chance pour quoi? Pour me menacer plus subtilement? Pour me voler plus discrètement? Pour planifier ma mort plus soigneusement? Patricia a essayé de m'embrasser, mais je me suis immédiatement éloigné. Ne me touche pas, tu n'as pas le droit de me toucher. Tu as perdu ce droit quand tu as décidé de voir mon corps comme un obstacle entre toi et mon argent. Charles a ramassé les papiers de la maison de retraite que j'avais déchirés et les a regardés avec désespoir, comme si c'était sa dernière connexion au plan qui s'était effondré. Saviez-vous quelle est la chose la plus ironique de tout ça? Ai-je demandé, en les observant ramasser leurs affaires. Si vous m'aviez simplement aimé genuinement, si vous m'aviez traité avec respect et affection, je vous aurais laissé tout volontairement à ma mort. Mais votre avidité vous a aveuglé au point de détruire la seule chose qui aurait pu vous donner ce que vous désiriez tant. La vérité de ces mots les a frappés comme un marteau. Ils ont réalisé que leur propre avarice avait détruit la possibilité de légitimement obtenir ce qu'ils désiraient tant. Maintenant, ai-je dit en regardant ma montre, vous avez 3 minutes et demie pour sortir de ma propriété avant que j'appelle la police. Je les ai observés sortir de ma maison, comme les criminels qu'ils étaient, traînant leurs biens et leur dignité détruite. Quand Charles s'est tourné pour me regarder une dernière fois de la porte, ce qu'il a vu dans mes yeux l'a fait comprendre que l'homme qui l'avait élevé, aimé et protégé pendant 30 ans, était mort pour lui pour toujours. « Au revoir, Charles !» ai-je dit d'une voix finale, « que tu aies la vie que tu mérites. » Et j'ai fermé la porte. Une semaine plus tard, Charles a tenté son dernier recours désespéré. Comme il ne pouvait plus me contacter directement en raison de l'ordonnance de restriction, il a décidé de faire quelque chose qui démontrait définitivement qu'il n'avait rien appris de tout ce qui s'était passé. Il a créé un profil sur une plateforme de médias sociaux et a commencé à diffuser en direct, essayant de manipuler l'opinion publique. Ma voisine Yolande m'a appelé paniqué. « Antoine, tu dois voir ça. Charles est en direct sur Internet en disant des choses horribles sur toi. » Je suis entré sur la plateforme depuis mon appartement à Paris et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Il était là, assis dans ce qui semblait être un appartement bon marché, avec les yeux rougis de pleurs, parlant devant la caméra d'une voix embuée. « Mon père adoptif est devenu fou », a-t-il dit avec de fausses larmes coulant sur son visage. « L'homme qui m'a élevé, qui m'a aimé pendant 30 ans, m'accuse maintenant de choses terribles que je n'ai jamais faites. Son âge affecte son esprit, et il ne reconnaît plus la réalité.
Les commentaires en direct ont commencé à se remplir de messages de soutien. Pauvres, les personnes âgées deviennent parfois paranoïaques. Ça doit être très douloureux de voir ton père dans cet état. Charles a continué sa performance parfaite. Patricia et moi voulions seulement l'aider. Nous avons vu qu'il ne pouvait plus s'occuper de lui-même dans cette grande maison, qu'il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas pour entretenir une propriété qui était physiquement au-delà de lui. Nous voulions seulement qu'il soit en sécurité, pris en charge par des personnes spécialisées. Mais quand nous avons suggéré quelques options d'endroits où il pourrait être mieux, il a interprété tout comme si nous étions des criminels. Maintenant, il dit que nous avons menacé, que nous voulons voler, que nous planifions de lui faire du mal. C'est déchirant de voir comment son esprit fabrique ses fantasmes paranoïaques. Les commentaires se sont multipliés. « Ton père est malade, mon fils. La démence sénile est terrible. Tu devrais chercher de l'aide médicale pour lui. » Charles a continué à alimenter la narrative. Le pire, c'est que maintenant, il a des avocats qui profitent de sa confusion mentale, des personnes sans scrupules qui le remplissent d'idées sur des procès et des actions judiciaires. Ils exploitent un homme âgé vulnérable pour lui prendre de l'argent. C'était une performance magistrale, chaque mot calculé pour se présenter comme la victime innocente d'un père sénile et d'avocats corrompus, chaque larme parfaitement chronométrée pour générer de la compassion. Si quelqu'un connaît mon père, Antoine Moreau, s'il vous plaît, dites-lui que je l'aime, que je l'aimerai toujours, peu importe ce que sa maladie lui fait croire sur moi. Que je suis ici en attendant le jour où il retrouvera sa lucidité et pourra redevenir le père affectueux qu'il a toujours été. Les commentaires étaient écrasamment sympathiques. « Tu es un fils merveilleux. Ton père a beaucoup de chance de t'avoir. Ne renonce pas, l'amour gagne toujours. » C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps d'entrer dans le jeu. J'ai créé mon propre profil sur la même plateforme et commencé ma propre diffusion en direct. En moins de 5 minutes, plusieurs des followers de Charles avaient trouvé ma diffusion et les commentaires ont commencé à arriver. « Bonjour », ai-je dit d'une voix calme et claire. « Je m'appelle Antoine Moreau. Je suis le père sénile dont Charles parle dans sa diffusion et j'ai quelque chose à vous montrer. » Les commentaires ont explosé immédiatement. C'est lui, le père fou. Pauvre, il ne sait pas ce qu'il dit. D'abord, ai-je continué d'une voix ferme, je veux que vous sachiez que je suis parfaitement sain d'esprit. J'ai ici un certificat médical du docteur Dupont, daté de la semaine dernière, confirmant que je suis mentalement et physiquement capable de gérer tous mes affaires. J'ai tenu le document devant la caméra pour qu'il puisse voir le sceau officiel. Deuxièmement, je veux vous jouer quelques enregistrements de conversations que j'ai eus avec mon cher fils adoptif, pour que vous puissiez juger par vous-même qui dit la vérité. J'ai appuyé sur Play pour le premier enregistrement. La voix de Charles a rempli la diffusion. « À ton âge, vivant seul dans cette grande maison, beaucoup d'accidents peuvent arriver. Les escaliers sont dangereux pour une personne plus âgée. » Les commentaires ont changé immédiatement. C'était quoi ça? Ça sonnait comme une menace. Attends, il menace son père? C'était une menace directe, ai-je expliqué calmement. Maintenant, écoutez celui-ci. J'ai joué l'enregistrement où Charles disait « Quand le vieux mourra, nous serons riches. Cette propriété vaut une fortune. » Le silence dans les commentaires était assourdissant. Puis des messages complètement différents ont commencé à apparaître. Mon Dieu, quel fils horrible! Il planifiait de voler son père. Pauvre homme, quel cauchemar! J'ai des heures d'enregistrement comme ceci, ai-je continué. Des conversations où il planifie de me déclarer mentalement incompétent, où il discute comment vendre ma propriété, où il se réfère à moi comme le vieux et planifie ma mort comme un événement financier commode. Les commentaires sont devenus une avalanche d'indignation contre Charles. Quel monstre! Pauvre monsieur, quel cauchemar! Mais ce n'est pas tout, ai-je ajouté. J'ai aussi ceci.
J'ai montré devant la caméra les photographies des bidons de produits chimiques que j'avais trouvés dans le puits. Ce sont des photos de substances toxiques que mon fils a versées dans mon puits à l'aube, essayant de m'empoisonner lentement. Les commentaires étaient furieux. Appelez la police maintenant. Ce type est un criminel. Pauvre homme, quel cauchemar. Et enfin, ai-je dit avec un sourire, je veux montrer quelque chose que Charles ne sait pas que j'ai. J'ai tenu devant la caméra l'acte de propriété de mon appartement à Paris. C'est une propriété que j'ai héritée il y a 10 mois, d'une valeur de 800 000 €. Charles ne savait pas pour cet héritage quand il planifiait de voler ma maison principale. Il se trouve que le vieux sénile, qui ne peut pas s'occuper de lui-même, possède 2 propriétés et a un compte bancaire qu'il n'a jamais imaginé. Les commentaires ont explosé. Quel renversement! Le monsieur est plus malin que le fils. Charles est un idiot en plus d'être criminel. Ah, ai-je ajouté casuellement, et je suis aussi actionnaire minoritaire de 3 entreprises locales que j'ai achetées avec une partie de mon héritage. Il se trouve que ce pauvre vieux qui avait besoin d'être enfermé dans une maison de retraite a un patrimoine supérieur à 1,5 million d'euros. La diffusion a viralé en temps réel. Les commentaires arrivaient si vite qu'il était impossible de les lire, mais le ton était unanime de soutien à moi et de condamnation à Charles. Pour terminer, ai-je dit en regardant directement la caméra, je veux envoyer un message à mon cher fils adoptif qui est certainement en train de regarder. Charles, tu as dit que ton père était devenu fou. Tu avais raison. J'étais fou de permettre pendant 30 ans d'être irrespecté. Fou de sacrifier mon bien-être pour quelqu'un qui ne voyait ma mort que comme une opportunité d'affaires. J'ai fait une pause dramatique. Mais maintenant, j'ai retrouvé ma santé d'esprit, et avec cette santé d'esprit vient la détermination de m'assurer que tu affrontes toutes les conséquences légales de tes actions. Les documents que j'ai présentés au procureur incluent tous ces enregistrements. Lundi matin, tu seras arrêté pour maltraitance envers personnes âgées, menaces de violence, conspiration pour commettre une fraude et tentative d'empoisonnement. Les commentaires étaient une célébration. Justice! Arrêtez-le! Vous êtes un guerrier, Antoine. Pour tous ceux qui regardent, ai-je continué, je veux que vous sachiez que nous, les personnes âgées, ne sommes pas des victimes sans défense, attendant d'être exploitées. Nous pouvons être intelligents, préparés, et quand nécessaire, nous pouvons être absolument implacables en défendant notre dignité. J'ai terminé la diffusion avec plus de 100 000 spectateurs et des milliers de commentaires de soutien. En moins d'1 heure, des clips de ma diffusion étaient partagés sur tous les réseaux sociaux. Charles avait essayé de détruire ma réputation publiquement, mais il a obtenu exactement l'opposé. Sa propre diffusion est devenue source de moquerie. Les commentaires sur sa vidéo étaient maintenant complètement différents. Menteur. Ton père t'a détruit. Quelle honte! Charles avait perdu la guerre digitale de manière spectaculaire. Sa tentative de manipuler l'opinion publique était devenue son humiliation la plus absolue. Le lundi matin, exactement comme je l'avais promis dans ma diffusion virale, Charles a été arrêté dans son appartement. Les images sont apparues dans tous les journaux locaux. Le fils qui avait essayé de voler et d'empoisonner son père adoptif étant menotté pendant que les voisins le regardaient avec mépris. Patricia a aussi été arrêtée sur son lieu de travail. L'école où elle enseignait l'a suspendue immédiatement quand ils ont appris les accusations. Une professeure accusée de planifier la maltraitance envers personnes âgées n'était pas exactement l'image qu'il voulait projeter, mais la vraie justice est venue 4 mois plus tard. Pendant le procès public, le procureur avait construit un dossier accablant en utilisant tous mes enregistrements. Les preuves des produits chimiques versés dans le puits, le témoignage du docteur Dupont et les mensonges documentés qu'ils avaient racontés sur mon état mental. Le jour où j'ai témoigné a été le moment le plus satisfaisant de tout ce cauchemar. Je suis entré dans ce tribunal vêtu d'un élégant costume bleu marine que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, portant une chemise avec toutes les preuves de mes biens réels.
et avec ma dignité complètement restaurée. Charles était assis à la table des accusés, méconnaissable de l'homme qui croyait contrôler ma vie. Il avait maigri, avait des cernes profonds, et son costume bon marché ne pouvait cacher le désespoir qu'il irradiait. Quand le procureur m'a demandé de relater les faits, j'ai parlé d'une voix claire et ferme. Chaque mot que j'ai dit a résonné dans cette salle comme un marteau de justice. Pendant des mois, les accusés ont développé un plan systématique pour me priver de mes biens et de ma liberté, ai-je commencé. Ils ont utilisé mon âge comme prétexte pour me traiter comme si j'étais mentalement incompétent. On menaçait mon intégrité physique. On mentit à des professionnels médicaux pour obtenir une documentation fausse. On essayé de m'empoisonner lentement. Et on planifié ma mort comme si c'était un événement financier commode. Le jury a écouté avec une horreur croissante pendant que les enregistrements étaient joués. La voix de Charles disant « Quand le vieux mourra, nous serons riches » a résonné dans cette salle comme une confession absolue de culpabilité. Quand ce fut au tour de l'avocat de la défense de m'interroger, il a essayé de me peindre comme un homme vengeur qui avait mal interprété les intentions affectueuses de son fils. « Monsieur Moreau » m'a-t-il demandé d'un ton condescendant, « n'est-il pas possible que vous ayez mal interprété les inquiétudes légitimes de votre fils sur votre bien-être » Ma réponse a été dévastatrice. « Conseiller, quand quelqu'un planifie votre mort pour hériter de vos biens, quand il vous menace d'accidents physiques, quand il vole des produits chimiques toxiques et les verse dans votre puits d'eau, quand il mentent à des médecins sur votre état mental, quand ils se réfèrent à vous comme le vieux qui devrait mourir bientôt, il n'y a pas de malentendu possible, il y a planification criminelle. » L'avocat a essayé un autre angle. « Monsieur, ne considérez-vous pas que peut-être votre fils était seulement inquiet parce qu'à 71 ans, vous vivez seul dans une grande propriété ?» Mon âge n'est pas une déficience, ai-je répondu d'une voix ferme. Et ma capacité à vivre indépendamment est médicalement documentée. Mais plus important, ma capacité financière à maintenir mon style de vie est plus que prouvée. C'est alors que le procureur m'a demandé de révéler ma vraie situation économique. Avec une grande satisfaction, j'ai présenté au tribunal tous les documents prouvant mes biens réels. « Mesdames et messieurs du jury, ai-je dit, m'adressant au jury, en plus de la ferme que les accusés voulaient me voler, je possède un appartement à Paris évalué à 800 000 €, j'ai des comptes bancaires totalisant 500 000 € et je suis actionnaire minoritaire de 3 entreprises qui génèrent un revenu mensuel de 6 000 €. Le silence dans la salle était total. Charles s'est effondré sur sa chaise, entendant des chiffres qu'il n'avait jamais imaginés. Les accusés, ai-je continué, ont planifié de voler un homme qu'ils croyaient vulnérable et sans ressources. En réalité, ils ont essayé de frauder quelqu'un dont le patrimoine dépasse 2 millions d'euros. Leur incompétence criminelle est aussi évidente que leur manque de scrupules moraux. Le verdict a été unanime et rapide. Charles a été condamné à 6 ans de prison pour maltraitance envers personnes âgées, menaces de violence, conspiration pour commettre une fraude et tentative d'empoisonnement. Patricia a reçu 4 ans pour complicité. Tous deux ont été obligés de payer 75 000 € en indemnisation pour dommages psychologiques et diffamation. Mais la vraie justice est venue après, quand leurs vies se sont complètement effondrées. Charles a perdu son emploi quand son employeur a appris les accusations criminelles. Personne ne veut embaucher quelqu'un condamné pour maltraiter son propre père adoptif. Patricia n'a pas seulement perdu son emploi d'enseignante, mais a été placée sur une liste qui l'interdit de travailler avec des mineurs ou des personnes âgées. Sa carrière éducative s'est terminée pour toujours. L'appartement bon marché où ils vivaient a été saisi quand ils n'ont pas pu payer l'hypothèque sans leurs emplois. Leurs quelques amis les ont abandonnés quand l'histoire a viralé. Même leurs propres familles ont eu honte d'être associées à eux. Pendant ce temps, j'ai fleuri dans ma nouvelle vie. Mon appartement à Paris est devenu mon refuge parfait. J'avais des voisins respectueux, des services médicaux de première classe, des activités culturelles infinies et surtout une paix absolue.
Je suis entré dans 3 clubs différents, un de lecture, un de jardinage et un d'investissement financier. J'ai rencontré des personnes merveilleuses qui valorisaient genuinement ma compagnie sans arrière-pensée. Avec l'argent que j'avais gardé secret, j'ai décidé de rénover complètement ma ferme originale. Je l'ai convertie en une maison d'hôtes pour personnes âgées qui avaient été abandonnées par leur famille, un endroit où des personnes comme moi pouvaient vivre avec dignité, respect et affection genuine. L'ironie était parfaite. La maison que Charles voulait me voler est devenue un refuge pour victimes de maltraitance familiale, un endroit où personne ne serait traité comme un fardeau ou un embarras. 8 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de la prison. C'était de Charles, bien sûr, une lettre pathétique pleine de supplications et de fausses excuses. « Cher papa », commençait-elle, « j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mes erreurs. Je réalise que j'ai mal interprété la situation, que peut-être j'ai été trop insistant sur ton déménagement, mais tout venait de l'amour, du désir de te protéger. Chaque ligne était plus manipulatrice que la précédente. Il essayait de réécrire l'histoire, de convertir ces menaces criminelles en malentendus familiaux. Je sais que tu peux trouver dans ton cœur le pardon pour ton fils qui a commis des erreurs, mais qui t'a toujours aimé. Quand je sortirai d'ici, je veux reconstruire notre relation. Je veux te montrer que je suis le fils que je mérite d'être. » La lettre se terminait par une supplication désespérée. « S'il te plaît, viens me rendre visite. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin que tu saches que tout ça était un terrible malentendu que nous pouvons surmonter ensemble. » Ma réponse a été simple et définitive. Je lui ai envoyé une unique ligne. Les monstres ne méritent pas de seconde chance. Je n'ai plus jamais eu de contact avec lui. Maintenant, 2 ans après cette nuit où je les ai vus verser des produits chimiques dans mon puits, je vis la vie la plus pleine et satisfaisante que j'ai eue depuis des décennies. J'ai des amis vrais, des projets qui m'excitent, une sécurité financière et quelque chose que je n'avais pas depuis des années, un respect absolu pour moi-même. Ma maison d'hôte abrite 15 adultes plus âgés qui avaient été maltraités par leur famille. Chaque histoire est différente, mais toutes partagent le même fil conducteur, des fils, petits-fils ou parents qui ont vu leur âge comme une opportunité plutôt que comme de la sagesse. J'ai appris quelque chose de fondamental pendant cette expérience. L'amour vrai n'exige pas que nous nous détruisions pour les autres. La bonté ne signifie pas permettre la maltraitance. Et se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Je ne regrette pas d'avoir adopté Charles. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la bonté ne doit jamais être pratiquée au coup de l'autodestruction, que donner de l'amour ne signifie pas renoncer à la dignité, et que être père ne signifie pas être victime. Aujourd'hui, j'ai 73 ans, et je ne me suis jamais senti plus puissant, plus respecté, plus vivant. Charles croyait que mon âge était ma faiblesse. Il s'est avéré être ma force la plus dévastatrice, parce qu'un homme âgé qui n'a plus rien à perdre est la force la plus dangereuse de l'univers. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en laissant un super merci. Ainsi, je peux écrire beaucoup d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? Je veux vraiment savoir votre opinion. Alors, écrivez ici dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez. Ah, et dites-moi aussi où vous regardez cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner au canal Les Conseils de Papy. J'adore lire chaque commentaire et connaître votre histoire. Si vous le sentez dans votre cœur, bénissez le canal avec un super thanks, une grande accolade et à la prochaine.